Bonjour et bienvenue pour ce premier podcast pour la chaîne Un café, une idée. Aujourd'hui, j'aimerais parler du système scolaire actuel, du système scolaire français. Et je pense que les lacunes, je vais parler de lacunes, je vais faire une critique du système scolaire français. Je vais pas faire une critique comme ça juste pour dire bouh, c'est nul. Je vais essayer d'apporter des idées, des idées de changement, des choses qu'on pourrait améliorer dans le système actuel. Je pense qu'il y a d'autres systèmes en Europe qui souffrent donc des mêmes lacunes, mais voilà, moi je connais le système français. J'ai fait toute ma scolarité dedans, je termine mes études actuellement, donc c'est de ce système-là dont je parlerai. Je vais commencer par évoquer la vie d'Olivier Roland. Donc c'est un célèbre maintenant, puisqu'il a quand même 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est un célèbre infopreneur français, donc entrepreneur sur Internet. En fait, ils font des formations. Et Olivier Roland, il nous dit quoi? Il nous le dit dans ses vidéos, il nous le dit aussi dans son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Il nous dit voilà, le système scolaire actuel, c'est un système qui est dépassé, qui est has-been, qui a été fondé au XXe siècle pour former avant tout des ouvriers, pour former des exécutants qui vont travailler à la chaîne. On avait besoin d'apprendre des choses aux gens, rapidement, de leur faire mémoriser des données, engranger des données, et ensuite on les mettait au travail. Et c'est encore comme ça donc que le système tourne aujourd'hui, et c'est pas terrible. Parce que dans la situation actuelle, si vous voulez réussir votre vie, alors c'est un petit peu cliché comme terme, mais on va partir là-dessus, il faut y aller un peu plus en mode Silicon Valley, quoi. Il faut savoir faire quoi? Il faut savoir monter des projets, il faut savoir être créatif, il faut savoir peut-être mener une équipe, il faut savoir répondre à des problèmes. Plus que savoir mémoriser des choses, apprendre des choses par cœur, avaler des pavés d'informations qui ne vous serviront pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Il parle aussi, alors là je crois qu'il en parle que dans son bouquin, mais j'ai un doute, il explique aussi que il y a trois matières qui devraient en fait être mieux ou plus enseignées à tous les niveaux, mais on peut imaginer à partir du lycée. On a l'anglais. Alors l'anglais, vous allez me dire, mais il y a déjà l'anglais, c'est enseigné, etc. Oui, on peut peut-être améliorer ça, mais ça j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast. Il y a l'informatique. Alors là, clairement, ça s'améliore. Il y a des propositions, il y a des choses, mais c'est pas encore ça, franchement. Quand on voit ce qu'on pourrait apprendre aux jeunes et quand on voit comment l'informatique est important aujourd'hui, si vous savez programmer, vous avez un travail. Je veux dire, si vous savez communiquer en ligne, vous avez un travail. C'est quand même quelque chose qui est fondamental et qu'on n'apprend peut-être pas assez aujourd'hui. Et enfin, le troisième truc qu'on pourrait peut-être plus apprendre, c'est les finances personnelles en fait. Savoir gérer son argent, parce que savoir trouver un travail et gagner de l'argent, c'est bien. Savoir garder cet argent, créer un patrimoine, créer des passifs, prospérer, c'est mieux. Et même si vous faites des études d'économie, franchement, on vous parle très peu de finances personnelles, ou on vous en parle, mais c'est sous couvert d'autres matières, d'autres choses. C'est à vous de faire le lien, c'est à vous d'implémenter ça dans votre vie. On n'a pas du tout cette mentalité d'entrepreneur et de comment manager ses richesses personnelles en France, et ça c'est très dommage. Donc ça c'est pour l'avis d'Olivier Roland, qui a un avis assez général et qui a un avis, on sent quand même un avis d'entrepreneur derrière ça. Maintenant, moi j'aimerais évoquer les méthodes d'apprentissage qu'on met en place, comment on fait apprendre les choses aux élèves, comment on dispense des informations à l'école, de la maternelle à l'université. Et pour ça, je vais citer Céline Alvarez, donc qui est une pédagogue qui a sorti un livre en 2016, et qui dit l'être humain n'apprend pas ce qui ne le motive pas. Et c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est basique, mais on a beaucoup de mal à apprendre ce qui ne nous intéresse pas. Et clairement, je vais pas vous dire on peut faire un idéal dans l'école, permettre que tout soit intéressant pour l'élève, etc. Mais on sent bien que quand l'élève n'aime pas la matière, il ne s'investit pas dedans. Alors comment faire? Comment faire pour que finalement l'élève ait plus de motivation?
Mais je vais vous dire, si vous vous motivez par rapport à un diplôme, par rapport à quelque chose qui doit tomber, qui est assez, enfin tomber loin devant vous, qui est assez lointain, que vous devez atteindre, voilà, vous pouvez vous motiver une semaine, vous pouvez vous motiver 2 semaines, mais ça marche qu'un temps la motivation. Ce qui marche le mieux, le meilleur moteur dans la vie, ça marche pour tout, c'est le plaisir. Si vous prenez du plaisir à faire quelque chose, vous pourrez le faire absolument tous les jours, à un nombre d'heures incalculable. Je veux dire, si vous kiffez ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez le faire, voilà. Et ça, c'est possible d'implémenter ça, en fait, dans l'école. D'abord, il y a l'idée d'autonomie. C'est-à-dire que on peut avoir une liste de matières, français, mathématiques, histoire géo, langue étrangère, ce que vous voulez, des sciences, mais on peut aussi, plutôt que les imposer avec des quotas d'horaires précis, etc., permettre un tant soit peu à l'élève de s'orienter vers la matière qu'il aimerait le plus faire. Et dans les différentes matières, de permettre à l'élève justement d'entreprendre un peu plus, c'est-à-dire de créer un projet qui l'intéresse et dans lequel il va devoir mettre en application les différents éléments, les différentes connaissances qu'il devra apprendre pour maîtriser cette matière. Imaginons que, j'ai pas d'exemple comme ça sous le coude, je vais essayer d'en trouver un rapidement. Ouais. Imaginons que vous voulez créer une maquette d'une ville au Moyen-Âge. Alors, vous pouvez y aller comme ça au pif, mais alors vous avez déjà des idées peut-être, vous voyez, du Moyen-Âge, vous imaginez des choses, qu'il y a sûrement un château, qu'il y a sûrement une ville qui est défendue, que voilà, mais c'est quand même compliqué de créer une belle maquette, quelque chose qui ressemble vraiment, et de pouvoir dire, bah voilà, là, sur ce pont-là, j'ai mis telle cabane où il faut payer l'impôt pour passer le pont, là, vous voyez, il y a l'église, voilà. Essayez de comprendre comment les villes, à l'époque, se sont développées, pourquoi elles se sont développées ici, pourquoi on a créé un château là, etc. Et finalement, si vous faites une maquette sans avoir les connaissances, et là, j'en reviendrai plus tard dans d'autres podcasts comme ça, mais dans la mise en pratique, vous mettez en pratique, vous créez quelque chose et vous vous rendez compte que c'est pas terrible. Et vous êtes assez frustré. Et là, la frustration, c'est un excellent moteur. Pourquoi ? Parce que vous êtes frustré et vous vous dites « Ah, si j'avais eu les connaissances, si j'avais appris plus de choses sur le Moyen-Âge, si j'avais regardé des reportages, si je m'étais renseigné, si j'avais lu des choses, si j'avais entendu des choses, eh ben j'aurais pu mieux faire ma maquette. » Et là, vous avez un désir d'apprendre. Parce que la maquette que vous avez faite, c'était votre choix. Vous aviez envie de la faire. C'était quelque chose, vous dites, ah, c'est sympa de faire une maquette. Et là, vous y arrivez mal et ça vous titille, ça vous embête. Et tout ça, c'est dans l'autonomie, dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'on devrait vraiment insérer plus qu'aujourd'hui dans la scolarité, le système scolaire. Il y a évidemment l'élément de personnalisation, le choix, qui est totalement lié avec l'autonomie. Et puis il y a un autre souci, je pense, dans le système scolaire actuel, c'est le jugement. Le jugement. Bon, alors le jugement, c'est quelque chose de très spécifique. Si on prend des méthodes comme la méthode Montessori, etc., bon, qui sont des méthodes qui sont plutôt orientées vers les enfants de 0 à 5 ans, mais enfin, c'est des méthodes qui peuvent s'appliquer vraiment pour n'importe qui au travers de sa vie, un adulte, etc. On a vraiment cette idée de pas noter, de pas juger les performances de l'élève, etc. Moi, je pense que c'est pas forcément l'élément le plus nécessaire. Le problème, c'est que on regroupe les élèves par classe d'âge et que au même âge, des personnes n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes qualifications, n'ont pas le même savoir dans un domaine. Vous pouvez être excellent en maths, par exemple. Vous êtes en seconde, vous avez un niveau de terminale. Pourquoi on vous laisse en seconde ? Vous êtes absolument nul en espagnol. Ok, vous êtes en seconde, mais peut-être on pourrait vous descendre en quatrième. Voilà. Mais je vous présente ça avec des logiques de classe. Quand on pense quatrième, quand on pense seconde, quand on pense terminale, on a sorti un âge donné à la classe. Mais imaginez des classes où justement les élèves sont mélangés et ne sont plus mélangés par âge, mais par niveau de compétence. Ce serait quand même vachement bien.
Parce que les profs, ils disent « Ah, c'est compliqué de personnaliser notre enseignement aux différents élèves, de former des groupes dans les classes, de prendre des élèves à part pour leur expliquer quand ils ont plus de difficultés, ou de donner des travaux spéciaux à des élèves qui ont des facilités. » Mais si on ne limitait pas comme ça les classes par tranche d'âge, mais qu'on mélangeait les élèves, on arriverait vraiment à créer des classes de niveau. Et ce serait quand même... ça me semble être une solution vraiment excellente pour que le jugement, on peut avoir ce sentiment en classe d'être moins bon que les autres et pas trop oser se montrer ou être découragé pour apprendre, ou au contraire se sentir trop fort et être ennuyé. Et ça pourrait totalement être lissé. On n'a pas forcément besoin de faire sauter des classes aux gens. Et vous voyez, il faut arrêter, je pense. Enfin, le système de tranche d'âge, il est peut-être important, il y a une certaine structure sociale qui en découle, mais je pense qu'il faut arrêter d'être aussi limitant dans l'apprentissage des matières. Et si on mélange les âges, on va plus travailler sur le niveau des personnes, on va les faire progresser ensemble, et ça va donner quelque chose de bien meilleur. Évidemment, tout ça, il faut le voir non pas seulement comme un outil pour apprendre, mais il faut le voir aussi comme un outil pour s'épanouir. Parce qu'évidemment, toutes ces techniques-là, même si c'est important d'apprendre tout au long de sa vie, c'est même primordial, ces techniques-là, elles sont avant tout destinées à l'enfant, à l'école, on va dire, je pense de la maternelle au lycée, même à l'université. C'est quand même des choses qui vont aider l'enfant à s'épanouir. C'est quand même des choses qui vont aider l'enfant à se sentir mieux dans sa peau et à se sentir valorisé. Et c'est quelque chose, enfin je dis l'enfant, mais vraiment pour n'importe quel individu, ça me semble essentiel. Il faut arrêter d'être en mode tu vois, quand t'arrives pas à faire un truc, t'es une fiotte, dégage, tu vois. Mais c'est pas ça. Il faut vraiment arrêter avec cette logique-là. Et malheureusement, c'est une logique qu'on a encore trop aujourd'hui. C'est une logique où on dit, écoute, voilà, t'es pas bon, mais tu dois te mettre au niveau, tu dois faire l'effort, etc. Oui, c'est vrai, il faut travailler, mais peut-être que on peut remettre les choses à leur place et remettre les gens dans leur niveau, dans le contexte dans lequel ils sont, etc. Bon. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui me semble absolument à mettre en place. Et enfin, j'aimerais parler un petit peu d'autres éléments. Alors, juste pour conclure, peut-être avant que j'engage ça, pour conclure donc sur ces méthodes d'apprentissage, parce que je vous disais, voilà, ce sont des méthodes qui sont appliquées beaucoup dans les méthodes Montessori, etc., qui s'intéressent, comme j'ai dit, aux enfants plutôt entre 0 et 5 ans. C'est Montessori, ça a peut-être une image encore un petit peu expérimentale, un petit peu hippie, etc. C'est pas forcément, c'est vraiment pas intrinsèque, encore une fois, à l'âge de l'individu. Une personne de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, elle apprend mieux si elle prend du plaisir. Elle apprend mieux si elle est en partie autonome dans son apprentissage, si elle peut personnaliser son apprentissage. Elle apprend mieux si elle est valorisée quand elle apprend. Ça marche vraiment pour tous les individus. Et un exemple type, c'est que à côté de la méthode Montessori par exemple, on a qui sont plutôt destinés à des maternelles. On a par exemple l'école 42 de Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le fondateur de Free, et l'école 42, c'est une école gratuite qu'il a mise en place, où on peut où les gens apprennent, démontrent déjà leur savoir, ce qu'ils savent déjà, et puis apprennent le codage, le travail, tout ce qui est projet sur des codes, des logiciels, c'est autour de l'informatique. Et en fait, on place les étudiants dans un milieu ouvert où ils vont devoir travailler en groupe, résoudre des problèmes en groupe, et il n'y a pas de professeur pour guider, c'est-à-dire qu'on donne un problème, on dit voilà, vous êtes autonome. Et ça, ça fonctionne au niveau universitaire, ça fonctionne en maternelle, ça fonctionne en université, et ça fonctionne vraiment, c'est pour le dire, à tous les niveaux. Donc ça, c'est important, c'est un point d'honneur que je voulais montrer, discuter dans ce podcast. Et puis maintenant je vais parler encore de quelques autres points. Là c'est personnel, mais je pense qu'il y a des efforts à faire. Déjà au niveau du français, de l'apprentissage du français en classe, des fois c'est un petit peu effrayant parce que actuellement, j'étais avant en faculté et actuellement je suis en IUT. Et je rencontre des personnes, en IUT, en bac plus 2, bientôt en bac plus 3, je suis sûr que je rencontrerai des personnes comme ça, qui font une faute d'orthographe à chaque phrase. Il y a un problème, il y a un gros problème. Je veux dire,
on nous fait lire des choses, on nous cultive en français, c'est bien, on apprend des figures de style, on apprend à écrire ses idées, à faire des dissertations, etc. Mais il y a des personnes qui font encore des fautes basiques, des fautes d'accord, des choses comme ça. Il y a des personnes qui écrivent sans comprendre le sens de la phrase qu'elles sont en train d'écrire. Vraiment, enfin j'en ai vu genre, en DUT. C'est un truc de fou, je trouve ça vraiment, enfin c'est incroyable. Il y a vraiment des lacunes et on peut s'interroger sur la perspicacité du programme. Et pour rester dans les langues d'ailleurs, pour parler maintenant des langues étrangères, alors le programme est discutable aussi. Je le pense sincèrement. Personnellement, je sais que j'avais des notes vraiment exécrables et que je détestais ça quand j'étais vraiment, mais complètement détesté ça quand j'étais au collège, au lycée. Aujourd'hui, j'adore ça. Donc, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce qu'il y a un problème à côté dans la manière dont sont menés voilà ces cours de langue étrangère, je ne sais pas. Peut-être un peu des deux. En tout cas, je pense qu'encore une fois, si on permettait à des gens qui ont un niveau moindre d'être dans des classes voilà, des classes inférieures, de regrouper non plus les gens par âge mais par niveau, et si aussi il y avait un peu moins ce sentiment peut-être de jugement en classe, de pas oser parler, les personnes qui ont des difficultés dans une langue, elles n'ont pas forcément envie de s'exprimer, elles ont du mal, enfin voilà, donc c'est très difficile, elles pensent moins vite que les personnes qui ont des facilités ou qui ont simplement voilà, qui ont travaillé la matière et qui sont bons dans cette langue-là, et finalement elles ont du mal à participer, elles ont du mal à avoir l'air enthousiaste pour parler devant la prof, etc., ou devant le professeur, et c'est des choses qui sanctionnent l'élève, et c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense que les langues étrangères méritent d'être mieux apprises, notamment je pense que au travers peut-être de programmes un peu moins sérieux, qu'on arrête de parler forcément de colocataires, d'études, d'environnement, de je sais pas, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent dans les langues étrangères. Je pense qu'il y a moyen de parler de loisirs, d'art, de jeux vidéo, de ce que vous voulez, mais voilà, de rendre ça un peu plus ludique, d'humour, de faire l'humour, de faire, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a moyen de changer ça. Et un dernier point, je pense au sport. Je sais que, maintenant ça date un tout petit peu, mais enfin c'est à peu près comme ça encore aujourd'hui. On fait faire plein de sports à l'élève, c'est-à-dire que à chaque trimestre, il va changer de sport. Voilà, c'est quand même dommage. C'est-à-dire que on a des sportifs qui sont donc professeurs, qui sont capables d'enseigner un sport peut-être d'une très bonne manière. Des fois, c'est des personnes qui ont des compétences dans un sport. Je connais personnellement une professeure de sport qui a des compétences particulières en escrime. Pourquoi est-ce qu'elle enseigne pas que l'escrime ? Je vous explique. On pourrait faire, par exemple, en 6e et en 5e, on pourrait, comme ça, faire découvrir différents sports aux élèves, les laisser choisir, et à partir de la 4e, ils pourraient faire un choix d'un sport qu'ils aiment, d'un sport qu'ils apprécient, et ensuite pratiquer ce sport en 4e, en 3e, en seconde, en première, en terminale. Résultat des courses, on a quelqu'un qui a pratiqué pendant 5 ans un sport, avec un prof qui n'est non plus ambivalent, mais qui est spécialement qualifié pour cette matière-là, pour apprendre ce sport-là, et on peut imaginer comme ça développer des passions chez certaines personnes, développer des compétences et avoir peut-être des compétitions scolaires qui sont disons moins ridicules. Alors je vais pas me mettre de joint d'eau, mais qui sont un peu plus sérieuses que les compétitions scolaires qu'on peut avoir aujourd'hui. On pourrait avoir, je vais pas dire qu'on doit s'inspirer entièrement des États-Unis, mais enfin, on pourrait avoir une culture sportive, une culture aussi de compétition qui est voilà, qui peut être développé au travers du sport. On n'aime pas la compétition, je parlais du jugement, etc. C'est vrai, je pense qu'il faut apprendre ensemble, mais une fois qu'on a tout ça appris justement dans un cadre qui est agréable, etc. Je trouve que c'est très très stimulant justement de mettre en confrontation ses capacités avec celles des autres. Quand on est comme ça, en plus quand on est en équipe, etc., de pouvoir s'affronter sur nos connaissances, c'est quand même quelque chose d'absolument génial. Donc voilà, ça c'est des choses qui me semblent qui pourraient être super. Je sais que dans tout ce qui est personnalisation, etc., j'en parlais, on a actuellement une réforme du bac qui arrive en 2021. On parle donc de permettre aux élèves de personnaliser leur enseignement, et j'ai même lu
qui parlait même peut-être d'apprendre du codage aux élèves. Je parlais de l'informatique tout à l'heure, etc. C'est quand même, voilà, il y a des choses qui sont faites. Est-ce que maintenant il faut tout le temps rester dans des réformes, parce qu'on sait que les réformes c'est avant tout quand même un outil de communication politique et ça change tout le temps. Est-ce qu'il faut pas laisser la main un peu plus aux acteurs, aux enseignants, à des comités qui sont plus neutres et qui penseraient plus aux intérêts? Je vais pas dire que les politiques ils pensent pas aux intérêts de la jeunesse, des enfants, mais enfin qui seraient plus en contact avec le milieu scolaire en lui-même. Voilà, je le demande. Je pose une question là. Je pense qu'il y a, voilà, il y a des choses à réfléchir dans ce contexte-là. Toujours est-il que je serais, mais alors vraiment ravi de discuter avec vous dans les commentaires et de parler de tout ça. Si vous pensez qu'à des moments je dis des choses qui sont pas correctes, ou si vous voulez apporter des choses en plus, etc. Ou si vous êtes totalement d'accord sur certains points, si vous voulez les argumenter. Alors n'hésitez pas, je vous attends. Là c'était un premier podcast vraiment de réflexion, c'était pour me lancer, pour qu'on apprenne un petit peu, enfin que vous appreniez un petit peu à me connaître, à voir mon mode de pensée. Voilà, c'est juste une réflexion, c'est comme ça. Plus tard j'espère vous illustrer des mises en pratique dans des domaines, faire un peu de développement personnel, proposer des outils pratiques, des choses un petit peu plus un petit peu plus concrètes. Mais je pense que c'était une belle entrée en matière et ben écoutez, je vous retrouve pour un prochain podcast qui j'espère vous intéressera autant que celui-ci.